Bonjour et bienvenue à toutes les personnes qui nous ont rejoints pour cette table ronde sur comment améliorer la qualité de vie liée à la santé des personnes vivant avec le VIH. Je suis Stéphane Verne, je suis séropositif au VIH depuis 22 ans, coordinateur de la plateforme européenne de Coalition Plus, portée par l'association AID, et membre du comité de pilotage de HIV Outcomes. Alors, quelques petites précisions techniques avant que nous commencions. Donc, je rappelle à tous les participants que s'ils veulent choisir d'écouter la version originale de l'événement qui sera en français, ou alors ils peuvent mettre la traduction vers l'anglais. Vous avez l'option sur la barre en bas à droite. HIV Outcomes sera présent sur les réseaux sociaux, notamment avec des live tweets. Vous pouvez donc suivre les discussions sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag du jour qui est hashtag Zero Discrimination Day. J'invite aussi les participants à poser des questions dans le chat et nous les regrouperons à la fin pour les poser à nos intervenants et intervenantes. Alors, les données les plus récentes estiment qu'en 2020, la France comptait plus de 172 000 personnes vivant avec le VIH et que 95% de ces personnes étaient en charge virale indétectable, ce qui correspond à l'un des objectifs 90-90-90 de 2020 de l'ONU-SIDA. Même si la France est en bonne voie pour mettre fin à l'épidémie à VIH d'ici à 2030, il reste encore évidemment beaucoup à faire et la crise sanitaire de la Covid-19 peut avoir fortement ralenti l'atteinte de cet objectif. Les personnes vivant avec le VIH exigent désormais que l'on accorde plus d'attention aux questions qui vont au-delà de la charge virale indétectable. En effet, l'accent mis sur la charge virale indétectable cède souvent la place à l'amélioration du bien-être des personnes vivant avec le VIH, les personnes séropositives. Bien qu'elles vivent plus longtemps, les personnes vivant avec le VIH ne peuvent pas bénéficier de la même qualité de vie liée à la santé que les personnes de la population générale. Cette conversation arrive à point nommé et devrait ouvrir un nouveau chapitre dans la lutte contre le VIH-Sida. Un chapitre qui place les personnes vivant avec le VIH et leur bien-être au centre des politiques. Les victoires du passé doivent nous aider à avancer, mais ne doivent pas nous rendre complaisants. À l'occasion de l'événement d'aujourd'hui, nous souhaitons explorer les leviers politiques permettant d'améliorer avec succès la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH en France. La France a toujours été considérée comme un champion européen de la recherche sur le VIH. Cet événement intervient donc à un moment important puisque la présidence française du Conseil de l'Union européenne a pour priorité le bien-être, la promotion de la santé et la prévention. Cela donne donc l'impulsion nécessaire pour mettre la qualité de vie et le bien-être des personnes vivant avec le VIH à l'ordre du jour politique en France et en Europe. C'est également une excellente occasion de partager les bonnes pratiques en France, comment mesurer cette qualité de vie effectivement et comment récolter des données pour informer les politiques publiques. Alors, dans la première partie, nous allons faire une mise en contexte qui durera à peu près une vingtaine de minutes. L'objectif est mieux comprendre pourquoi la qualité de vie liée à la santé est importante pour les personnes vivant avec le VIH et son importance dans le contexte clinique. J'accueille donc Armelle Genevoix, qui est responsable du site Île-de-France de l'association Solancy, et Bruno Spire. Bruno est président d'honneur de l'association AID, directeur de recherche à l'INSERM, et il est militant vivant avec le VIH. Je vais juste préciser, avant de poser ma première question à nos deux intervenants et intervenantes, que connaissant Bruno depuis assez longtemps dans l'association AID, nous nous tutoyons. Donc, c'est pour ça que je me permettrai aujourd'hui de le tutoyer. Cette première partie sera vraiment un exercice de questions-réponses pour vraiment set the scene et mettre en place le contexte. La deuxième partie, qui sera un peu plus longue, sera plus sur un débat entre les intervenants. Alors, première question, donc à tous les deux, à Armelle et Bruno. Que savons-nous de la qualité de vie liée à la santé des personnes vivant avec le VIH en France? Et potentiellement, qu'est-ce que fait bien la France qui pourrait être exposée à transporter à l'Europe? Armelle?
Alors, tout d'abord, je vais peut-être présenter rapidement Solancy. Et Solancy est une association donc qui a fêté ses 30 ans pendant la période Covid. Donc, on accompagne les familles avec une approche globale. Et effectivement, ce que l'on peut voir aujourd'hui, en tout cas en France, c'est que la qualité de vie des personnes qu'on accompagne se dégrade petit à petit, d'une part parce que ce sont aussi des familles monoparentales, souvent des femmes qui ont connu un parcours de migration très important, polytraumatique, et qui vivent de plein fouet certaines politiques migratoires qui font que l'accès au titre de séjour qui permettrait en tout cas d'avoir une certaine on va dire, stabilité pour avoir des soins est de plus en plus difficile. Et donc, ça crée effectivement des complications, d'une part pour se projeter, et aussi pour avoir un accès à des droits de santé. Donc, effectivement, les populations que nous accompagnons ont certes on va dire, une espérance de vie plus importante, mais pour autant, leur qualité de vie, en tout cas leur santé globale, est très alternée de par les conditions de vie dans lesquelles elles se trouvent. Comme je vous disais, parcours polytraumatique, des personnes qui vivent au 115, donc dans des hôtels. Les enfants et les familles vivent sous le seuil de pauvreté et prennent de plein fouet les fractures numériques, des difficultés pour prendre par exemple des rendez-vous en préfecture, voire prendre des rendez-vous chez les médecins. Donc effectivement, toutes ces plateformes-là n'aident pas à pouvoir accéder assez facilement à des soins ou à des spécialistes. Et on voit bien dans le cadre des actions que l'on mène aujourd'hui, que l'on fait de plus en plus, de la promotion en santé. Ça va être du soin dentaire, ça va être accéder à un gynécologue, accéder voilà, à des soins qui peuvent paraître normalement assez faciles en France, mais ça ne l'est pas pour les populations que nous accompagnons. Merci. Bruno, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose? Ouais, je voulais dire qu'en France, on dispose de cohortes et d'enquêtes transversales représentatives des personnes vivant avec le VIH, où on a pu mesurer la qualité de vie de façon imparfaite, mais de façon quand même objective, avec des outils validés. Et ce qu'on constate, c'est que, premièrement, quand les antirétroviraux sont arrivés, on a eu une augmentation de la qualité de vie, mais deuxièmement, que globalement, la qualité de vie reste inférieure à celle de la population générale, euh, en fonction de l'âge et du sexe, et que ça stagne au cours du temps, et que c'est de nombreux facteurs externes, sociétaux, la stigmatisation, les discriminations, qui expliquent en grande partie le fait que la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH, même stabilisée par des traitements, n'est pas aussi bonne que si les personnes étaient sans VIH. Très bien. Et ce qu'on Du fait coup, peut-être de pardon. bien en France, quand même, c'est l'accès aux soins et le système de soins qui est gratuit, qui est quand même largement ouvert aux personnes étrangères, même en situation régulière, même si ce dispositif est compliqué et de plus en plus attaqué, n'empêche qu'il a le mérite d'exister et que ce serait dramatique qu'il disparaisse comme certains candidats à l'élection présidentielle veulent le faire. Peut-être pour aller dans le sens de Bruno, c'est que la question qui était quelles sont les actions qui peuvent être transposables dans d'autres pays, c'est très compliqué parce qu'on n'a pas le même système de santé. Et donc, du coup, ce que nous, on est en capacité de faire ne peuvent pas forcément être réalisables ailleurs, puisqu'en fait, il n'y a pas tout non plus ces droits-là. Et en tout cas, tout ce système de santé qui est effectivement à préserver, peut-être à renforcer, mais qui malheureusement n'est pas forcément international. Donc effectivement, nos pratiques sont liées réellement à notre contexte aussi. Très bien. Et du coup, ma deuxième question qui est vraiment en lien avec ce que vous venez de dire, donc nous devons essayer de dépasser la seule charge virale indétectable, qui était l'objectif pour beaucoup de personnes vivant avec le VIH, et accorder plus d'attention au bien-être à long terme
des personnes vivant avec le VIH. Comment peut-on opérer ce changement? Bruno, tu veux commencer cette fois-ci? Moi, je dirais faut d'abord s'attaquer aux principales causes qui expliquent une qualité de vie moins bonne, donc aux causes un peu structurelles. Donc, notamment lutter contre toutes les formes de discrimination qui impactent négativement la qualité de vie, lutter en particulier contre la sérophobie. La sérophobie, c'est le fait que c'est toujours aussi difficile aujourd'hui de dire qu'on est séropositif qu'il y a 20 ans. C'est pas facile, on peut dire qu'on est diabétique, qu'on est hypertendu, mais dire qu'on est séropositif, ça se dit pas comme ça, de façon aussi simple, même si les choses peuvent globalement un peu s'améliorer, c'est pas encore gagné. Donc il y a vraiment des actions structurelles. Il y a des actions aussi sur les conditions de vie des personnes, parce que de nombreuses populations atteintes par le VIH ont des conditions de vie précaires et liées à la maladie, liées à parfois à leur histoire, notamment les migrants. Et on se retrouve dans des situations où la qualité de vie, c'est d'abord avoir un toit, avoir un logement, avoir de quoi manger, pouvoir élever ses enfants, etc. Donc ça, c'est très important. Et après, il y a une petite partie très mise en avant notamment par l'industrie pharmaceutique, qui est l'amélioration de médicaments sur lequel on pourra revenir. On peut, à condition de le prouver correctement, imaginer des meilleures façons de se traiter, des stratégies thérapeutiques plus peut-être avec lesquelles on vivrait mieux et adapter à un système de soins qui serait plus facilitant et plus simple. Peut-être que ça aussi, c'est une amélioration possible de la qualité de vie. Merci Bruno. Armel? Oui, alors effectivement, il y a tout cet aspect-là qui est de changer les mentalités par rapport au VIH. Moi, je vais reprendre les mots d'une maman qui est dans l'association, qui a dit à un moment donné, le VIH, c'est la honte qui nous tue. Et je pense que ces mots restent forts et on est quand même en 2022. Et ça nous montre combien cette pathologie n'est pas comme les autres et qu'effectivement, les personnes sont victimes de discrimination. Et donc, le poids du secret est énorme et crée aussi de la charge mentale par rapport aux personnes que nous accompagnons. Donc, effectivement, il y a un travail sur les mentalités. Continuer à témoigner, je pense, comme nous faisons là, avec des collectifs aussi, comme le TRT5, où en fait aussi on impulse à différents niveaux. Et je pense qu'il y a des interventions qui vont être au niveau micro, des actions au niveau méso et macro. Et je pense que c'est toutes ces actions qui doivent être, on va dire, coordonnées et faire remonter des informations pour qu'on puisse agir sur les politiques publiques, voire internationales si c'est possible. Et effectivement, je pense que le gros travail, c'est aussi de travailler en partenariat avec des partenaires qui ne sont pas liés directement au VIH, mais aussi liés aux conditions de vie des personnes que nous accompagnons, qui interpellent d'autres politiques publiques, et on l'a déjà évoqué. Et, euh, et effectivement, je pense qu'il y a aussi à travailler sur le milieu, dans le milieu et avec le milieu médical, parce qu'il y a aussi un travail sur une approche plus globale de la santé des personnes concernées. Parfait. Avant de revenir vers vous, Armel, plus précisément sur ce Nancy, Bruno, j'ai deux questions à te poser. La première, c'est quelle est l'importance de la qualité de vie dans la recherche clinique et comment améliorer sa prise en compte? Alors, c'est effectivement une question importante et en fait, ce qu'il faut, c'est que dans la recherche clinique, ça commence à se faire, on puisse intégrer des mesures de qualité de vie ou de perception, des patients, de manière à avoir leur point de vue. Donc ça peut être, au sein de cohortes, ça peut être au sein d'essais cliniques quand on teste des stratégies thérapeutiques ou des molécules, mais avoir des questionnaires qui doivent être administrés aux patients dans lesquels il y a des mesures de qualité de vie et il y a tout un travail de trouver les bonnes mesures. Et toute la question, c'est justement, c'est quoi une bonne mesure? Et je pense que dans la deuxième partie, peut-être que Diana nous en dira un peu plus là-dessus. Tout à fait. Et quels sont donc les défis, selon toi, les défis, les freins à lever pour renforcer des politiques d'évaluation du médicament, pour améliorer la qualité de vie liée à la santé des personnes vivant avec le VIH? Alors les défis, ils sont nombreux. D'abord, il faut que les industriels mettent en place aussi ces indicateurs dans l'évaluation de leurs molécules et des nouvelles molécules.
Et jusqu'à présent, globalement, la qualité de vie chez les industriels, c'était plutôt délaissé au département j'allais dire, de marketing et de communication pour essayer de faire un peu de buzz autour d'une molécule, mais ce n'était pas du tout de la science. Donc, ce qu'il faut, c'est que dès le début, quand on met en place une nouvelle molécule, on puisse penser à mesurer le vécu des personnes qui sont dans les essais et puis après les essais. Ça, c'est du côté de l'industrie pharmaceutique, mais aussi du côté des autorités réglementaires. Il faut que les autorités puissent soient très claires pour demander exactement des indicateurs que les industriels pourraient mettre en place pour pouvoir justifier éventuellement d'un prix plus élevé ou d'un service rendu plus élevé lorsque le médicament est mis sur leur marché. Et actuellement, le problème, c'est que la qualité de vie, c'est un peu du sur-mesure. C'est-à-dire qu'en fonction d'une innovation médicale, on n'a pas forcément la même dimension de la qualité de vie qui va être affectée. Donc, on ne peut pas avoir une échelle unique, un seul indicateur qui marcherait, quelles que soient les pathologies, quelles que soient les molécules, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut que l'industriel ait une hypothèse. Si je développe telle molécule, ça va améliorer la qualité de vie dans telle dimension, et qu'après, on se mette d'accord avec les autorités de santé pour qu'un indicateur adapté puisse éventuellement objectiver, prouver que la dimension améliorée de la qualité de vie est effective par l'innovation thérapeutique. Très bien. Et du coup, les soins ont largement évolué vers un modèle de gestion des affections à longue durée. Donc, Armelle, je reviens vers vous. Solvency travaille avec des enfants vivant avec le VIH et leurs familles. Donc, comment le VIH a-t-il évolué vers une affection de longue durée au fil du temps et quels sont les enjeux liés à cette évolution selon vous? En fait, au tout début, effectivement, Solancy a créé des crèches aussi pour accueillir des enfants malades. Aujourd'hui, c'est plus le cas. En tout cas, s'ils sont concernés par une pathologie, c'est une autre pathologie que celle du VIH parce qu'effectivement, les enfants aujourd'hui, en tout cas en France, sont peu nombreux à être concernés. Après, il peut y avoir des enfants concernés qui sont restés au pays par rapport aux familles que nous accompagnons, mais en tout cas, ceux qui sont sur le sol français ne sont pas concernés. Donc déjà, ça change la donne. Ça veut dire que donc on accompagne plus, alors on peut accompagner des enfants qui sont en situation de handicap, différents handicaps ou des problèmes de développement, mais en tout cas, ce n'est pas lié au VIH. Par rapport à ce que vous dites, les questions que nous qui se posent, hein, c'est que là, on se questionne fortement par rapport aux femmes enceintes. Et là, c'est les questions qui se posent aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a un projet sur la périnatalité, parce que les questions restent encore. La crainte par rapport à la contamination du VIH pour le bébé demeure, même si on donne des informations, même si le corps médical donne tout ce qu'il faut, ça n'empêche que les craintes, elles demeurent. Et le gros travail des psychologues aujourd'hui, sur cette période-là, surtout quand c'est la première grossesse, se questionne. Donc, c'est l'impact des traitements sur le développement de l'enfant. Ça va être les rapports par rapport au traitement, s'il y a des vomissements. Est-ce qu'en fait, est-ce qu'on peut quand même prendre tous les médicaments pendant la grossesse? En fait, ce sont toutes ces questions. La question de l'allaitement aussi se pose fortement aujourd'hui. Et puis aussi, se dire, si je n'allaite pas, est-ce que le lien de l'affiliation va rester ou pas? Est-ce que je suis une bonne mère? Et donc, toutes ces questions-là peuvent paraître anecdotiques par rapport à des traitements, mais elles sont centrales pour des futures mères parce qu'elles se questionnent sur leur rôle en tant que parents. Et effectivement, c'est c'est un des axes que nous accompagnons au niveau des familles que nous avons. Alors, peut-être de manière résumée, la question, effectivement, c'est une affection de longue durée, mais comme on disait, pas comme toutes les autres. Peut-être qu'avant, on parlait peut-être de plus de vie et de mort. Maintenant, on parle de survie sociale. Avant, on parlait peut-être d'accès au traitement au VIH. Maintenant, on est de l'accès aux soins pour une santé globale de bonne qualité et éviter les ruptures de soins et d'avoir accès à des soins de spécialistes. Et tout à l'heure, je vous parlais des gynécos, des dentistes, des opticiens. Et effectivement, c'est toutes ces questions-là qui aujourd'hui se posent à nous. Et même si on a peut-être la même structure,
depuis 30 ans. En tout cas, les actions que l'on mène ont été revues et elles n'ont plus les mêmes objectifs, elles ne répondent plus aux mêmes problèmes. Donc voilà, c'est la crèche qui accompagnait des enfants malades, n'accompagne plus des enfants malades, mais des personnes en situation de grande vulnérabilité. Il y avait des actions comme les familles d'accueil vacances qui étaient peut-être un break pour les parents qui allaient à l'hôpital pour des traitements lourds ou pour les enfants malades. Aujourd'hui, c'est une rupture avec une vie sociale qui est très compliquée pour tout le monde. Voilà, donc c'est un peu ces questions-là qui sont en train de se poser aujourd'hui. Très bien. Merci pour ces rappels très forts, Amel. C'est toujours bien d'avoir une piqûre de rappel. Avant de basculer sur la deuxième partie, Bruno, une petite dernière question. Petite, elle n'est pas petite, mais quelle est l'importance des soins intégrés et centrés sur la personne pour garantir une plus grande attention au bien-être à long terme des personnes vivant avec le VIH? L'idée, c'est quand même que le parcours de soins soit quand même assez simple et vraiment plus centré sur la personne qu'on demande. C'est déjà assez compliqué d'avoir à être suivi pour le VIH, de prendre des rendez-vous, de respecter ses rendez-vous, ensuite d'aller chercher ses médicaments. Plus les personnes vont vieillir, plus il va y avoir de comorbidité, plus il va y avoir d'autres types de médecins. Si à chaque fois, s'il faut aller traverser, faire des kilomètres, changer de centre, raconter la même histoire, si les soins ne sont pas coordonnés, ça augmente la lourdeur, ça augmente le poids, le poids pour les personnes. Donc vraiment, l'idée d'avoir un parcours de soins coordonné, centré au même endroit pour les personnes est quelque chose qui devrait pouvoir améliorer la qualité de vie, du moins dans sa dimension accès aux soins et thérapeutique. Très bien. Merci beaucoup. Nous allons passer à la deuxième thématique de la journée. Alors, j'étais sur le point de vous demander comment plus précisément votre travail aborde-t-il la qualité de vie des personnes avec le VIH, mais je pense qu'on y reviendra dans la deuxième partie. Donc, la thématique de cette deuxième partie, où nous avons maintenant 1 heure, c'est de voir entre nous quels sont les moyens d'action pour améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH. L'objectif que nous avons avec HIV Outcomes, c'est de vraiment déterminer les actions concrètes que les décideurs français pourront mettre et pourront prendre ensemble pour s'assurer que la lutte contre le VIH-Sida reste une priorité en France et en Europe et que les besoins souvent invisibles des personnes vivant avec le VIH soient pris en compte sur le long terme. On voudrait aussi explorer comment mieux mesurer la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH et en discuter, et convenir d'une stratégie pour accélérer un peu la mise en place de changements politiques et cliniques pour répondre aux besoins des personnes vivant avec le VIH. Alors, dans cette deuxième partie, j'ai le plaisir d'accueillir d'abord Florence Thune, qui est directrice générale de SIDAction et qui est une personne vivant avec le VIH aussi, et Dr Diana Barger, qui est postdoctorante, chercheuse au centre de recherche INSERM Bordeaux Population Health, l'Université de Bordeaux. Et comme pour Bruno, j'ai le grand privilège de militer avec Florence, auprès de Florence depuis quelques années. Et c'est pour ça aussi que je vais la tutoyer pour cette partie. Mesdames, avant de venir vers vous, promis, une petite dernière question à Bruno. Comment, Bruno, les communautés au sens large et les pouvoirs publics peuvent-ils mieux collaborer pour élaborer et mettre en œuvre des stratégies vraiment efficaces pour améliorer la qualité de vie liée à la santé? Alors moi, ce que j'entends déjà par communauté, c'est les associations de personnes vivant avec le VIH ou dans lesquelles il y a différentes sous-populations concernées par le VIH. Et moi, il me semble que le rôle des associations, c'est de faire remonter les besoins en termes de qualité de vie. Et c'est de les faire remonter notamment vers les pouvoirs publics pour que des actions soient menées, que ce soit des actions sur le plan du système de santé, mais aussi dans l'évaluation des médicaments et faire remonter les besoins. Et je prends un exemple récent qu'on a pu mener avec l'association AIDE, qui est par rapport justement à l'arrivée des nouveaux médicaments injectables qui font l'objet de débats parce qu'ils sont efficaces, qui pourraient augmenter la qualité de vie, mais ça n'a pas été bien démontré par le laboratoire.
Et en même temps, nous, on a fait le constat que ni les pouvoirs publics, ni les laboratoires avaient vraiment demandé l'avis aux premières personnes concernées que sont les patients. Et donc, nous avons déjà, par nos actions, fait le constat qu'il y avait des personnes qui étaient intéressées. Et on a fait du coup une petite enquête associative avec nos partenaires associatifs, notamment du TRT5, et à travers le journal Remède, qui est lu par beaucoup de personnes vivant avec le VIH, pour objectiver qu'il y avait effectivement à peu près la moitié des lecteurs de Remède qui ont répondu à l'enquête, qui étaient intéressés par le fait d'obtenir ces traitements injectables, et souvent d'ailleurs dans les populations les plus précaires, pour sans doute parce que c'est plus facile de ne pas avoir de médicaments chez soi, dans des logements partagés où on n'a pas forcément envie de révéler son statut. Donc ça, c'est une information qu'on doit faire remonter au pouvoir public pour pousser à l'innovation et l'arrivée de nouvelles stratégies qui peuvent améliorer la qualité de vie des gens. C'est un exemple parmi d'autres, mais notre rôle, c'est vraiment de faire remonter les besoins et de faire le plaidoyer pour l'ensemble des personnes vivant avec le VIH. Merci Bruno. Florence, bonjour. Quel est l'impact de la stigmatisation et de la discrimination liée au VIH sur la mise en œuvre efficace des politiques au niveau national et au niveau local, à ton avis? Bonjour. Alors, effectivement, c'est une large question qu'on aborde depuis longtemps, hein, et qui est vraiment bien connue de l'ensemble des acteurs de la lutte contre le sida, qu'on peut constater au niveau national, qu'on peut constater au niveau local et dans la vie quotidienne. L'ONU-SIDA avait fait un rapport en 2017 sur cette question, hein, de manière au niveau mondial, là, sur la façon dont la discrimination et la stigmatisation pouvaient finalement empêcher les personnes d'aller vers les soins, d'aller vers le dépistage. On peut avoir des politiques qui sont très bien faites en termes techniques, en termes d'accessibilité aux soins, sur les aspects, sur les moyens qui sont donnés. En revanche, si les personnes de fait savent ou ont l'impression qu'elles vont être discriminées, stigmatisées, jugées sur la manière dont elles ont été, par exemple, contaminées par le VIH, sur la manière dont ou éventuellement sur la manière dont elles s'exposent à des risques de contamination, forcément, les personnes ne viennent pas vers les soins. Donc, ça suppose que ça entraîne, évidemment, un retard dans l'accès au dépistage, parce qu'on n'a pas envie de s'exposer au jugement du pourquoi on a été contaminé. On n'a pas envie de savoir qu'on a été contaminé. On sait aussi quel est le poids aussi de la stigmatisation sur la question du VIH. Donc, on se dit, je préfère peut-être pas savoir. Ça retarde l'accès aux soins. On le voit dans des pays effectivement, où les personnes vivant avec le VIH peuvent être évidemment stigmatisées, mais aussi les personnes, les travailleurs du sexe, des HSH, des injecteurs, des personnes qui utilisent des drogues injectables peuvent être criminalisées. Évidemment, on n'avait pas envie d'aller voir un médecin en disant j'utilise des drogues, je suis HSH, parce que vous savez que vous allez être stigmatisé, discriminé, et donc ça retarde de fait les soins. Et ça, on le sait dans la communauté. Je pense que parmi les personnes qui nous écoutent, on sait clairement à quel point ces questions liées à la stigmatisation, à la discrimination, elles éloignent des soins. Ce que je voulais juste peut-être mettre un petit point, faire un petit pas de côté, c'est de dire ou de porter une attention particulière au fait que nous-mêmes, en tant que personnes vivant avec le VIH, on peut aussi rentrer sans le vouloir parfois sur ces questions de discrimination. Je prendrai juste l'exemple de ce dont on parle depuis très très longtemps et dont on peut être fier et dont il faut être porteur, hein, c'est la question de l'indétectabilité, bref, être en charge virale indétectable qui permet, même moi j'ai resté prononcer, qui permet effectivement de ne pas transmettre le VIH. Et je pense qu'un point d'attention, et ça le reste encore, c'est que finalement il y aurait peut-être un risque de discrimination entre les personnes qui ont une charge virale indétectable et celles qui ne l'ont pas. Comme si finalement maintenant il fallait évidemment à tout prix être en charge virale indétectable, et il faut l'être évidemment pour sa santé et pour les questions de transmission, mais le risque parfois c'est aussi de discriminer ceux qui n'auraient pas une charge virale indétectable sans qu'on sache voilà, pourquoi. Donc je pense que les questions de discrimination et de stigmatisation, il faut les poser à tous les niveaux, bien sûr au niveau des politiques nationales, etc. Et il faut aussi être très attentif entre nous, entre personnes vivant avec le VIH ou exposées au risque de contamination par le VIH, pour pas parfois reproduire certaines formes de discrimination. Parfait. Merci Florence. Je vais revenir vers toi dans quelques minutes. J'aimerais retourner maintenant vers Diana. Diana, bonjour.
Ma question va être assez directe et assez simple. Comment, selon vous, comment mesurer la qualité de vie liée à la santé des personnes vivant avec le VIH avec votre angle à vous? Donc, comme vous l'avez dit, en fait, moi, je suis chercheuse. Donc, évidemment, j'ai une approche qui est différente que des autres intervenants que nous avons déjà entendus. Mais je trouve que ces témoignages sont tellement riches. Mais il est aussi important de comprendre qu'on parle d'un champ conceptuel qui englobe de manière extrêmement complexe la santé physique de la personne, son état psychologique, son niveau d'indépendance, ses relations sociales, ses croyances personnelles et aussi sa relation avec des spécificités de son environnement. Donc, la question de comment on mesure tout ça est quand même difficile, mais normalement, en fait, la mesure de la qualité de vie se repose sur l'administration de questionnaires standardisés qui visent à capter ce concept multidimensionnel à travers ces différentes dimensions. Donc, ces questionnaires sont la plupart du temps remplis par la personne elle-même. Et dans le champ du VIH, en fait, il existe des mesures qui ont été développées, qui sont spécifiques, et aussi des mesures génériques. Quand on parle d'une mesure générique de la qualité de vie, ça veut dire qu'on peut les utiliser dans la population générale ou dans toute population de patients confondus. Mais c'est le remplissage des auto-questionnaires, mais avec toute une complexité autour du choix du questionnaire derrière. D'accord. Et quelles sont les dimensions que cet outil doit absolument avoir pour vraiment être très effectif? Donc, la notion des dimensions, donc personnellement, donc à différents niveaux, parce qu'il y avait déjà plusieurs champs où la qualité de vie peut être mesurée. Bruno avait déjà discuté du champ de la recherche clinique, soit une recherche observationnelle ou une recherche expérimentale, mais aussi il y a la question des politiques publiques, de la manière qu'on prend en compte la qualité de vie au niveau de la population. Donc, personnellement, j'opterais, étant écouté aussi tous ces témoignages, que pour moi, la mesure de la qualité de vie multidimensionnelle est aujourd'hui très nécessaire au niveau de son monitoring dans la population. Donc moi, je pense que les dimensions sociales, c'est-à-dire la relation qu'on peut avoir avec sa famille ou ses amis, aussi sa qualité de vie sexuelle, aussi le cadre de vie. Donc le cadre de vie, ça concerne les conditions de vie, son accès aux soins, l'accès aux loisirs, le transport. Et en fin de compte, faisant référence aussi à l'intervention que Florence vient de faire, la perception qu'on a de sa maladie me semble extrêmement important aujourd'hui. Et du coup, on ne peut pas le négliger dans la mesure de la qualité de vie au sens large. D'accord. Et d'accord, pardon. Et du coup, que faire avec ces données-là quand elles sont collectées? Comment est-ce qu'on peut les utiliser? Et j'ai même envie de vous demander comment ces données peuvent-elles vraiment impacter, influencer, être prises en compte dans les politiques publiques? Donc, c'est en effet une très grande question. Nous avons quand même des exemples concrets dans d'autres champs, enfin, notamment l'oncologie. En fait, on peut utiliser ces données à différents niveaux, soit de manière agrégée pour améliorer la qualité des soins au niveau d'une population ou au niveau d'un système de soins, ou de manière non agrégée. À ce moment-là, on parle de l'interface entre le soignant et le soigné. Et en fait, on veut utiliser ce remonter de l'information au moment de la consultation pour améliorer la communication entre le médecin et son patient. Et aussi, derrière, on peut y envisager à l'appréhension de différentes difficultés ressenties et ensuite concevoir des actions conjointement pour pouvoir agir sur ce qui sont les gènes rapportés par le patient. Après, donc ces données en fait sur le deuxième exemple, c'est-à-dire à niveau individuel, en fait, on vise à utiliser ces données pour pallier une certaine asymétrie qui peut exister entre les soignants et les soignés, c'est-à-dire ce qui va compter pour le médecin. Je donne un exemple assez basique. En fait, lui, il va regarder le dernier bilan biologique avec la charge virale indétectable, tout va aller très bien pour lui. OK, passons, vous allez bien, bon, passons au patient suivant.
Mais en fait, donc, il n'y a peut-être pas une place au sein de cette consultation pour pouvoir remonter les difficultés par rapport à différents gènes vis-à-vis le sommeil, vis-à-vis les difficultés dans sa vie sexuelle ou romantique, peut-être un sentiment de solitude, d'isolement. Donc, ce sont des choses que, pour moi, doivent être prises en compte enfin, à l'heure d'aujourd'hui, étant donné les progrès dont nous avons déjà discuté. Et du coup, j'avais envie de vous demander, en vous écoutant, est-ce que vous pensez qu'il y a une vraie évolution au niveau des pouvoirs publics, de ce que vous en savez évidemment, hein, avec votre angle, je ne veux pas que ce soit une question piège, mais de ce que vous en... Est-ce que cette utilisation des données, est-ce que la qualité des données fait que vous sentez que les pouvoirs publics s'en imprègnent plus et commencent à les utiliser pour faire avancer leur politique, ou c'est encore très très lourd et long pour faire évoluer vers cette direction? Donc, après, donc, il y a la question de l'implémentation. Donc, évidemment, ce qu'on voit par ailleurs, c'est que dans le cadre du suivi à l'hôpital, ou si en fait on démarre en fait l'utilisation de ces outils sur l'interface soignant-soigné, en fait, ce qui est important, c'est le cadre. En fait, c'est où est-ce quelle dimension compte le plus dans différents cadres. Donc, je dirais que c'est important quand même, dans le cadre du soin, de rester sur les questionnaires qui sont courts, qui concernent vraiment les problématiques peut-être physiques, mentales et possiblement sociales, parce qu'en fait, on ne veut pas peut-être dépasser le cadre de ce que les intervenants dans les services peuvent aborder. Parce qu'en fait, on a besoin que bien sûr, que les cliniciens ils adhèrent à ce fonctionnement. Et du coup, en fait, on a quand même ce souci dans l'adoption de ces outils, qui est la boîte de Pandore. Donc, pour moi, on a vraiment besoin de réfléchir à cette question-là, en fait, qu'est-ce qu'on va en faire de ces données, conjointement avec la communauté, avec les cliniciens, avec les décideurs, et ensuite d'identifier l'instrument le plus approprié, qui peut être applicable une fois par an ou à chaque consultation en fonction des dimensions qui sont identifiées. D'accord. Work in progress. Oui. D'accord. Florence, je reviens vers toi. À la conférence de Denver en 1983, j'étais pas né, non, c'est pas vrai. Les personnes atteintes du sida disaient vous ne pouvez rien pour nos vies, écoutez au moins ce que nous avons à dire. Il en reste ce fameux principe du rien pour nous sans nous. Donc, faire de la recherche et même au-delà, construire des politiques publiques avec les personnes et non pour les personnes. Donc, sur ce thème-là, j'ai deux questions à te poser. La première, c'est est-ce que c'est suffisamment fait? Et je me doute un petit peu de la réponse, mais tu vas élaborer. Et sinon, comment refléter ceci dans la construction des politiques publiques? Je voulais juste vérifier que vous m'entendiez toujours. Tout à fait. Ah, parfait, ok. Alors, effectivement, je pense que le rien pour nous sans nous, il est insuffisamment ancré, notamment en culture francophone, notamment en France. Hein. Je pense qu'il faut peut-être se rappeler, j'aime bien rappeler ça, que ce principe, il a aussi été exprimé par les personnes en situation de handicap dans les années 70. Alors là, beaucoup de personnes vivant avec une pathologie se sont réappropriées cet aspect, que les personnes vivant avec le VIH ont beaucoup porté aussi, effectivement, cette stratégie. Mais on voit aussi à quel point il faut continuer à se battre, notamment en France, hein, qui n'est quand même pas une championne de l'inclusivité ou de la démocratie sanitaire. On voit vraiment dans beaucoup d'autres pays, je trouve, on pourrait prendre des exemples. Hein. Tu disais tout à l'heure comment est-ce que la France pourrait inspirer d'autres pays, mais je pense qu'on pourrait aussi s'inspirer vraiment de nombreux autres pays, notamment au Canada, hein, sur la façon dont la parole des personnes, la parole des patients, le savoir des patients, les patients experts sont pris en compte. On manque pas pourtant de déclarations de manière un petit peu générale. Hein. Alors, comme tu disais tout à l'heure, tu n'étais pas né, mais ce qui n'est pas vrai, mais de manière générale, on a effectivement des textes, tu parlais de Denver, on a eu aussi en 1994 une déclaration de Paris signée par 42 pays à l'époque, hein, qui mettait en place le principe JIPA. Alors, je ne sais même pas si les plus jeunes se rappellent de ce qu'était ce principe JIPA, hein, effectivement d'une plus grande application des personnes vivant avec le VIH à tous les niveaux et dans tous les
et voilà, sur toute l'élaboration des politiques. Alors, on a essayé aussi de travailler sur ce que voulait dire le GIPAR, c'est le Greater Involvement of People Living with AIDS. Alors, plus grande application, ça ne veut pas dire que l'application a du sens. Donc après, on a parlé de meaningful pour faire en sorte que les personnes vivant avec le VIH n'aient pas juste une place et soient assises sur un fauteuil pour respecter les quotas, mais aussi qu'elles aient vraiment une vraie parole, une vraie prise de décision. En tout cas, voilà, il y a eu des déclarations, des grandes déclarations qui, comme beaucoup malheureusement dans beaucoup de domaines, ne sont pas forcément toujours appliquées par les pays qui signent ces déclarations. Et puis on a aussi, peut-être que tout le monde ne la connaît pas, parce que peut-être que nous aussi d'ailleurs, on ne l'a pas fait suffisamment vivre, mais il y a eu aussi la déclaration communautaire de Paris en 2017, qui a été en fait élaborée et signée par un grand nombre de personnes vivant avec le VIH ou exposées au risque de contamination de par le monde. Et cette déclaration, de fait, elle a été signée, y compris par certains médecins et acteurs de la lutte contre le sida à ce moment-là. Et puis, je me rappelle que quelques mois plus tard, au cours d'une conférence, il avait fallu qu'on force un peu la main pour qu'une personne vivant avec le VIH puisse s'exprimer en ouverture de la conférence. Comme quoi, les principes, on peut effectivement vite les oublier. Mais en tout cas, je pense que il y a une importance à faire vivre et je pense qu'on n'a pas fini, nous, acteurs de la lutte contre le sida et actrices de la lutte contre le sida, à continuer d'être, alors je ne sais pas, ou en colère. Bruno dit souvent qu'il faut se rouler par terre, mais pour effectivement continuer à faire en sorte que ces principes soient appliqués. Je prendrai un autre exemple qui est très emblématique de ce qu'on vit voilà, en France encore récemment. On a eu effectivement l'élaboration il n'y a pas très longtemps de la feuille de route sur la stratégie nationale en santé sexuelle. Alors j'ai regardé par curiosité dans le document, le mot VIH est cité 117 fois. Donc on se dit, ouais, c'est génial, sur 95 pages, il y a 117 fois le mot VIH qui est cité. Il y a une seule fois, le mot VIH est cité pour parler des personnes vivant avec le VIH. C'est-à-dire que sur tout le reste, on parle de prévention et de dépistage, qui, on le sait, est un enjeu majeur sur l'accès au dépistage, donc ça, on ne remet pas ça en cause. Mais on parle une seule fois, en fait, de la qualité de vie, on ne parle même pas de qualité de vie, on parle de vieillissement de la population qui vit avec le VIH. Tout ça pour conclure sur le fait qu'il faut effectivement former plus les sages-femmes et les infirmières sur la question de la santé sexuelle. Donc, on voit à quel point, même si on sait aussi que la question de la santé sexuelle, elle permet aussi d'aborder les choses de manière plus globale et pas que sur l'angle du VIH. Là aussi, pas de souci par rapport à ça. Mais néanmoins, on sent bien que cette notion de qualité de vie et de la prise de parole et de ce que veulent les personnes vivant avec le VIH dans leur qualité de vie. Bruno, il faisait référence sur la question de ce qu'on veut des médicaments, de ce qu'on veut aussi je pense qu'on est peu sollicité sur la question du HIV cure. Enfin, qu'est-ce qu'on veut de cette rémission, de cette guérison, hein. Je pense que les anglophones sollicitent un peu plus les communautés. Je pense qu'on ne le fait pas nous assez et en France. Et je pense qu'on s'est aussi laissé porter nous-mêmes. J'aime bien un petit peu revenir aussi sur ce que nous, on ne fait pas suffisamment, parce que ça permet aussi de nous secouer parfois. Parce que c'est dire aussi que les politiques nationales doivent effectivement prendre en compte, inclure les personnes vivant avec le VIH ou exposées au risque de contamination dans l'élaboration des politiques, c'est aussi le faire nous-mêmes. Je prends juste un exemple, puisqu'à SIDAction, on travaille depuis très longtemps sur la question de la prise en charge pédiatrique et notamment dans les pays d'Afrique subsaharienne. Alors, évidemment, on s'interroge sur la façon dont, par exemple, notre propre conseil d'administration reflète ce type de décision. À quel moment on inclut dans le conseil d'administration une jeune personne vivant avec le VIH pour, à notre tour aussi, donner la parole aussi aux jeunes générations. Je finirai là-dessus parce que je pense que faut qu'on soit exemplaire aussi pour aussi pouvoir pousser les politiques publiques, les politiques et les acteurs à vraiment prendre ça en compte. C'est à quel moment nous aussi on reste attentifs à ne pas rester entre les mêmes personnes qui prennent la parole. Moi j'ai 54 ans, enfin je pense qu'il faut aussi que des jeunes vivant avec le VIH prennent la parole, et y compris dans ces politiques publiques. C'est un des piliers aussi qu'on a chez Aide, de se dire, de partir du besoin des personnes, mais pas que du besoin des personnes qui sont proches de l'associatif, aussi du besoin des personnes qui sont loin de l'associatif, loin du système de santé, etc. Tu as mentionné le Canada tout à l'heure. De ce que tu en sais, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait, alors peut-être le Canada, même les anglo-saxons plus global, hein, comment ils pourraient nous inspirer? Alors, moi, je regarde le Canada plutôt sur la partie, on va dire, patients experts et implication des patients ou des personnes
concernés par une maladie chronique, hein, parce que c'est pas que le VIH, hein, c'est de manière générale, par exemple dans la formation des professionnels de santé. Je crois que dans tout ce qu'on disait là tout à l'heure, hein, et de ce qu'on discute aujourd'hui sur l'écoute des personnes, des patients, sur la question de qualité de vie, la question de la formation des professionnels de santé et du secteur social aussi, hein, de manière large, est vraiment à améliorer. Et là, les Canadiens ont vraiment voilà, 15 km d'avance sur nous sur ces questions-là, hein, sur l'implication de patients dans les formations. Parce que je pense aussi que si les professionnels de santé, et heureusement certains le font, hein, mais je pense qu'on voit aussi que ce n'est pas toujours fait, si les professionnels de santé, au moment de leur formation, tout au long de leur carrière, sont effectivement en mesure d'entendre et de prendre en compte ce que les patients leur disent au-delà de ce qui est marqué sur les résultats biologiques, et ben, je pense que peut-être que ceux qui deviennent ministres un jour, parmi ces médecins, feront en sorte aussi d'écouter les personnes et d'appliquer les associations, hein, puisque c'est aussi les représentants des usagers dans leurs décisions politiques. Très bien, on voit très bien ce que tu veux dire. Avant de repasser à Bruno, j'avais une dernière question pour toi, Florence. Quel rôle tu penses que devrait jouer la communauté ou les communautés au sens plus large, hein, dans vraiment l'identification des outils pour mesurer cette qualité de vie liée à des personnes avec le VIH? Je rejoins ce que disait Bruno tout à l'heure, hein, effectivement l'implication des associations pour identifier et porter aussi la parole des personnes qui sont suivies dans les associations. On a l'exemple de Solancy, mais on sait on a une quantité très importante d'associations qui sont sur le terrain et qui au quotidien sont effectivement à l'écoute aussi des personnes. À Sédaction, on a eu très longtemps un appel à projet qui permettait de financer des projets liés à la qualité de vie. On a beaucoup travaillé avec les outils, hein, de mesure. Ils sont nombreux, hein. Et on s'est aussi posé plein de questions parce qu'à un moment, on avait ces outils qu'on demandait aux associations d'utiliser pour évaluer aussi les programmes et la qualité de vie des personnes. Et on voyait à quel point les associations avaient aussi besoin de se réapproprier ces outils pour faire en sorte aussi que les personnes puissent aussi y répondre, se sentir à l'aise. Je pense qu'il ne faut pas oublier non plus que on doit être aussi porteur du fait que répondre à ces outils ou être impliqué dans toutes ces décisions, c'est aussi du temps, de l'argent. C'est-à-dire que je pense qu'on ne prend pas assez en compte le fait que pour que les personnes concernées puissent avoir une place et puissent s'inclure dans certaines réunions, eh bien, il faut aussi leur donner les moyens de le faire, parce que sinon ça va être toujours les mêmes, c'est-à-dire que ce sont toujours les personnes des associations qui sont aussi rémunérées et qui vont être dans ces réunions et toujours les mêmes experts. Et je pense que nos communautés, nos communautés, elles sont aussi diverses. Tu parlais tout à l'heure de 173 000 personnes vivant avec le VIH, c'est 173 000 histoires de vie avec le VIH. Et je pense qu'un certain nombre de ces personnes, évidemment, sont pas suffisamment impliquées, mais parce qu'elles n'ont pas les moyens. Quand vous vivez à 1h30 en RER en région parisienne, vous n'avez pas le temps et les moyens parfois de venir dans des réunions à Paris. Et pourtant, ces paroles-là, elles sont aussi précieuses. Donc, je pense que c'est aussi un moyen il faut donner les moyens à ces personnes aussi de participer aux échanges. Merci, Florence. Bruno, je reviens vers toi. On est en mars, ça va faire 2 ans qu'on est dans cette crise de la Covid. On ne sait pas encore si on est sorti, à mon avis non. On sait que la recherche sur le VIH a beaucoup bénéficié à la recherche sur la Covid, et on espère que l'inverse sera également vrai. Donc, j'avais une première question à te poser. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu cela, comment la recherche a pu être influencée et a pu aider? D'abord parce que ça a été souvent les mêmes personnes qui étaient impliquées dans la recherche sur le VIH qui ont été aussi impliquées dans la recherche sur le Covid. Tout ce qui avait été développé en termes de concepts de biologie, de virologie, d'immunologie a pu être appliqué à l'épidémie de Covid, avec des personnes qui avaient des outils technologiques, qui avaient des plateformes technologiques, qui parfois avaient des cohortes de personnes, qui avaient des centres de méthodologie et de gestion qui ont pu être utilisés aussi pour suivre des cohortes de patients en lien avec la Covid. Il y a également, au niveau de la France,
des sites de collaboration à travers des pays en développement, en Afrique ou en Asie, a pu utiliser aussi ces centres pour monitorer et faire de la recherche sur la question du Covid. Donc, il y a vraiment eu cette mise à disposition de toutes ces forces qui avaient été montées pour le VIH pour répondre à l'épidémie de Covid. Et c'est ça, on l'avait aussi au niveau international, on le voit dans les conférences, toutes les grandes pointures, par exemple aux États-Unis, Tony Fauci, qui s'est occupé de la pandémie Covid, était un des plus grands chercheurs sur le VIH aux États-Unis. Donc, il y a vraiment cette fuite. Alors, c'est bien pour la Covid, c'est un peu moins bien pour la progrès pour le VIH, parce qu'on peut parfois pas être au four et au moulin. Et il y a encore tellement de choses à faire sur le VIH, puisque nous n'avons toujours ni guérison ni vaccin, et que donc il va peut-être falloir qu'on puisse revenir aussi aux questions qui nous concernent, hein, parce que nous, on n'est toujours pas guéris. Merci. Et de manière plus générale, alors là, avec ta double casquette de chercheur et de militant associatif, j'ai envie de dire, quel a été l'impact, selon toi, de la crise sanitaire sur l'épidémie à VIH et sur sa prise en charge, plus globalement? Alors, en France, il y a des données qui montrent que sur les paramètres immunovirologiques des patients vivant avec le VIH, apparemment, il n'y a pas eu d'impact. C'est-à-dire que globalement, les gens ont eu leur traitement, ont eu des consultations, parfois par téléphone, des téléconsultations, ont pu avoir leurs ordonnances prolongées, et qu'en gros, il n'y a pas eu de rupture de traitement avec des gens qui se sont retrouvés davantage en échec, comme on aurait pu le craindre. Par contre, on n'a pas de données qui permettent de regarder un peu plus de près la qualité des soins, notamment en ce qui concerne les comorbidités. Si les gens ont moins été souvent à l'hôpital, on peut faire l'hypothèse qu'ils ont été moins d'autres problèmes qui peuvent arriver, des comorbidités qui peuvent être parfois graves, des cancers, des choses qui arrivent chez les personnes vivant avec le VIH, qui ont peut-être été pas diagnostiquées à temps. Donc ça, on n'a pas de données pour le prouver, mais on peut quand même se poser la question si ça n'a pas eu un impact sur la prise en charge des comorbidités. Ce que l'on sait, c'est par contre un impact, on a pu démontrer un impact de la crise sanitaire sur le dépistage parmi les populations les plus exposées. Il y a une baisse des dépistages. Donc ça, c'est un peu problématique, parce que s'il y a eu moins de dépistage, ça veut dire qu'il y a eu plus de gens potentiellement infectés qui peuvent continuer du coup à transmettre le virus sans le savoir, puisqu'ils n'ont pas été dépistés. Et il y a également moins d'impact, moins de mise sous PrEP à cause de la pandémie, moins de mise sous PrEP, c'est-à-dire moins de prévention. Alors peut-être que les conduites exposantes ont diminué aussi, mais ça n'est pas du tout sûr. Et donc, on a quand même des raisons de s'inquiéter que tous les efforts qui ont été mis en place pour essayer de réduire la diffusion du virus aient été un peu mis à mal par la pandémie. D'accord, merci. Armelle, si vous m'entendez toujours, j'aimerais juste revenir vers vous aussi par rapport. Je voulais juste rappeler aussi que le rapport du 2021 du Fonds mondial montre qu'il y a eu une baisse globalement de 22% des dépistages à VIH, mais que parallèlement à ça, il y a eu plus de 9% de mises sous antirétroviraux, et ceci notamment dû et grâce au dépistage communautaire. Donc, c'est quand même important de rappeler l'importance qu'a le dépistage communautaire dans la lutte contre le VIH-Sida. Donc, Armelle, j'allais revenir vers vous. Vous, quel vous avez vu du terrain de l'impact de la crise de la Covid sur les personnes avec le VIH? Par rapport à ce que disait Bruno, effectivement, il n'y a pas eu forcément de rupture de soins par rapport au VIH. Les personnes ont eu leur traitement et en général, les pharmaciens aussi ont joué le jeu. Donc, souvent, on a pu avoir aussi des problèmes de papier, mais ça a été quand même à la marge. Donc ça n'a pas été très compliqué. Par contre, ce qu'on a vu, c'est des personnes qui avaient peur d'aller à l'hôpital, vraiment. Donc, du coup, elles n'allaient pas voir d'autres médecins parce qu'elles avaient peur de la Covid. Et en fait, beaucoup de familles sont restées enfermées dans les chambres d'hôtel, sont restées enfermées par peur de la Covid et des contaminations. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des conséquences, je dirais, directes sur l'état de santé mentale des familles. Sur un isolement renforcé, donc en fait tout ça a été très compliqué. On a
on va dire, bon voilà, on a quand même permis aussi aux familles de venir toujours à l'association pour pouvoir avoir des aides matérielles, parce qu'en fait, toutes les personnes qui avaient des petits boulots, eh ben, de fait, elles n'ont pas pu continuer, donc elles ont vu leur niveau social et économique complètement régresser. Les familles qui vivotaient, là, se sont retrouvées avec plus rien, plus aucune ressource. Donc oui, ça a été compliqué. Donc peur du lendemain, peur de la Covid, renfermement sur soi. Effectivement, des tensions fortes hein, aussi hein, quand on est une famille vivant dans 15 mètres carrés. Je n'ai pas envie d'être misérabiliste, hein, mais des fois, il y a 4 personnes qui vivent dans une chambre d'hôtel avec des enfants en bas âge qui ne sont pas sortis. Donc oui, ça a été très compliqué. Et là, je peux dire que là, on voit aujourd'hui les répercussions, puisqu'en fait, on doit faire un gros travail pour ramener les familles dans l'association pour travailler avec elles. Donc là, il y a un gros travail de relance, de remise en confiance. Et puis, on est toujours impacté, hein, puisque ça fait 2 mois qu'on a arrêté le collectif aussi. Toutes les actions collectives, on les a arrêtées. Donc là, on va les reprendre aujourd'hui. Donc oui, effectivement, tout ça a été très difficile et on perçoit maintenant les répercussions. Et en fait, les gens mentalement, enfin psychologiquement vont très mal et on voit aussi que leur santé en termes de soins, il y a d'autres comorbidités qui se révèlent, des soins qui n'ont pas été apportés au temps voulu. Je parle de la tension, je parle des personnes qui sont déjà en surpoids et ça s'est renforcé, ça s'est développé. Donc, on est quand même avec des personnes qui, globalement, ne sont pas en très bonne santé. Et je vous évoquais tout à l'heure le projet périnatal qu'on est sur la périnatalité des femmes enceintes ne vont pas bien du tout. C'est-à-dire que même les projets qu'on pensait être dans le bien-être, développer l'estime de soi, le renforcement de son image, d'être femme enceinte, etc., qui pourraient renforcer la qualité de vie des personnes. On voit bien que les personnes n'arrivent même plus à se déplacer, sont tellement fatiguées que c'est difficile. Donc oui, il y a une répercussion forte. Et puis l'autre point aussi, ça a été que pendant le confinement, tout ce qui était système de préfecture ont arrêté de fonctionner. Des personnes ont vu leurs droits s'arrêter parce qu'elles n'avaient pas les papiers. Donc, en fait, effectivement, il y a eu des ruptures de soins parce qu'il n'y avait pas tout ce qu'il fallait en termes de structure, en tout cas pendant le confinement, et que ça a créé pas mal de complications. Et je reviens encore une fois sur le fait que les préfectures aussi ont changé leur modalité de fonctionnement, ont renforcé tout ce qui est, on va dire, prise de rendez-vous par Internet, etc., qui ont fait que on est aussi avec des populations qui souffrent aussi de cette dématérialisation. Donc oui, je suis assez longue, mais en fait, il y a tellement d'impact que c'est difficile de s'arrêter. Mais comme la qualité de vie est assez multifactorielle, de fait, les problématiques que l'on rencontre aujourd'hui sont multifactorielles. Et oui, on accompagne des familles, et je vous dis des familles, hein, même si les enfants ne sont pas touchés directement, mais ils sont concernés par la famille, par la pathologie, sont dans des situations très, très difficiles. Et je pense qu'on ne se rend pas compte de la gravité, de la précarité dans laquelle se situent les familles. Et c'est le même discours que j'ai tenu au ministère il n'y a pas très longtemps en donnant un signal d'alerte, en disant on n'a jamais vu ça encore, quoi. Vraiment. Donc, donc oui, on pourra améliorer les traitements et ça, on est d'accord que c'est ce qu'il faut. Mais c'est tellement au confluent de plein de politiques migratoires, politiques publiques de santé. On est tellement au confluent de tout ça que c'est pas évident. Mais en tout cas, on essaye en tout cas de faire remonter les informations. Et ce que disait Bruno, c'est que je pense qu'il faut faire remonter les choses. Après, c'est comment on les remonte pour pas non plus qu'on soit étouffé par les remontées d'informations. Comme disait Florence, c'est de l'argent aussi hein, quand on fait remonter de l'information, c'est du temps passé avec les familles.
Je vais revenir un peu, alors je fais un pas de côté, mais j'ai envie d'aller dans ce que disait Florence tout à l'heure. On essaye de créer aussi des temps pour développer la pérédance. On a développé la formation de patients experts, mais c'est compliqué à maintenir en fait. C'est beaucoup d'énergie pour ramener les personnes à être actrices, que une fois qu'elles le sont, elles vivent leur vie. Et tant mieux. Mais après, le réinvestissement dans le milieu associatif et dans la militance, ça, c'est autre chose, quoi. Donc, effectivement. Pardon, j'étais un peu Non, longue, Stéphane. il n'y a aucun souci. Il y a aucun souci. Donc, avant d'aller vers la conclusion, il nous reste un quart d'heure, à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Donc, vous le savez, je vous avais demandé avant cette table ronde d'identifier une priorité d'action, une prochaine étape clé pour la France, vraiment liée sur la qualité de vie liée à la santé des personnes avec le VIH. Et pour progresser. Avant on gardera 5-10 minutes à la fin pour parler de ça, on fera un tour de table. J'ai aussi envie de faire un tour de table sur autre chose, pour vous donner un petit peu le making-of de cette table ronde aujourd'hui. On a essayé d'inviter des politiques, qu'ils soient français ou européens, à venir à cette vraiment, ce n'était pas de la mauvaise volonté de leur part. Le contexte n'aide pas du tout, évidemment. Mais ça n'a pas été possible pour plein de raisons. Et j'avais envie de vous demander si vous deviez croiser un représentant politique, un représentant du gouvernement, quelle serait votre demande? Qu'est-ce que vous aurez envie de leur demander par rapport à cette thématique de la qualité de vie des personnes avec le VIH? Alors, on peut faire peut-être un tour de table et peut-être commencer avec Florence. Ce qui est difficile, c'est de donner une priorité parce qu'évidemment, on en a plein. Mais en fait, moi, je remettrai l'accent sur ce que je disais tout à l'heure, sur la formation des professionnels de santé. Je pense que on parlait de populations aussi qui vieillissent avec le VIH. Ces personnes, elles vont aussi se confronter à la façon dont elles seront accueillies dans les maisons de retraite. Enfin, on va le découvrir en avançant. Hein. Et comme c'est un travail de très longue haleine, je pense que mettre l'accent sur la formation des professionnels de santé, quel qu'il soit, sur la question de l'écoute des personnes, et parce que je pense que ça peut profiter à toutes les pathologies, en fait. Hein. Bien sûr, on parle de VIH là, mais on voit bien que c'est bien plus large, sur l'écoute des personnes et justement sur la prise en compte de ce qu'elles peuvent vivre au quotidien, la façon dont on peut leur laisser la parole pour qu'elles s'expriment dans ces consultations, ça me semble primordial, d'autant plus, et je finirai là-dessus, que maintenant, en tant que personne vivant avec le VIH, on n'a plus qu'une consultation par an avec un infectiologue, et que ce temps, il est parfois très court pour pouvoir parler de sa qualité de vie avec le VIH. D'accord, merci Florence. Diana, si vous aviez Olivier Véran devant vous, vous lui diriez quoi? Moi, je vais garder ma casquette de chercheuse et je vais parler de l'impact que la crise a eu sur la recherche. En fait, nous étions bien sûr en fait très impactés par le télétravail, par le fait qu'on ne se voyait plus, par voilà, évidemment les priorités pour pour les projets de recherche Covid au lieu des projets qui étaient déjà en cours. Donc évidemment, c'est des préoccupations que j'ai aujourd'hui et je pense qu'il faut qu'on continue à s'améliorer sur en fait la vitesse avec laquelle on est capable de conduire la recherche et de se rendre compte en fait ce qui se passe dans d'autres pays. Il y a des moyens qui ont été mis rapidement. Et surtout, en fait, la recherche en santé publique avec une prise en compte de toutes ces réalités des situations sociales et que, en fait, ça soit aussi considéré presque au même titre que des recherches aussi biomédicales. Merci. Bruno, si tu as eu la chance de croiser Olivier Véran à la SFLS et pas de le voir en vidéo, tu lui aurais dit quoi? Moi, je lui dirais de regarder un peu tout ce qui a été fait dans le domaine du VIH, que ce soit au niveau de la recherche, que ce soit au niveau de l'action des associations, la façon de raisonner de façon horizontale. Et je lui dirais que tout ça continue, qu'il faut le continuer et surtout, il faut aussi l'appliquer aux autres pandémies et tirer les leçons de ce que le VIH a appris. Et manifestement, les politiques d'aujourd'hui n'ont absolument pas tenu compte dans la gestion de la crise Covid, où tout est vertical et descendant, et où rien n'est construit avec les populations, et d'où les crispations qu'on a pu connaître. Et que si ces leçons étaient bien
bien connu, si la démarche communautaire en santé, la démocratie sanitaire, si tout ça avait été intégré dans les politiques, ça aurait été nettement mieux, et pas seulement pour les personnes vivant avec le VIH, mais pour l'ensemble des malades. Merci Bruno. Et alors, c'est pas du tout pour dédonner la France, mais étant coordinateur d'une plateforme Europe avec 6 pays européens, je peux aussi dire que c'est vraiment la problématique avec tous les gouvernants européens, c'est qu'aucun des gouvernants européens n'ont écouté les associations communautaires sur notre expertise et la culture de lutte contre le VIH/SIDA, qu'on a des 40 ans de culture de lutte contre le VIH/SIDA, et on a été écouté nulle part. Et tu as bien fait de le rappeler, Bruno. Et donc, avant d'aller vers la conclusion, Armelle, qu'est-ce que vous diriez si M. Véran était ici à la table ronde? Je lui dirais plein de choses, mais effectivement, il y a des questions, comme je vous disais, qui sont plus liées au ministère de l'Intérieur qu'au ministère de la Santé. Mais il y a effectivement, je pense qu'il y a à travailler, c'est ce que je disais en amont, avec les médecins, avec les soignants, et je pense qu'on peut aussi impulser à faire reconnaître les métiers de la médiation, des médiateurs en santé, parce que je pense qu'ils ont leur place aujourd'hui pour développer le degré de littératie en santé des populations qu'on accompagne. Et je crois que ça serait un très beau travail de renforcer ces nouveaux métiers. Et puis aussi, je pense qu'il serait intéressant de continuer de renforcer le parcours sanitaire et de permettre à ces jeunes médecins de pouvoir se friter aux réalités. Nous, c'est ce qu'on fait à Solancy, c'est-à-dire qu'on accueille des jeunes en parcours sanitaire pour ce qu'ils se rendent compte que l'annonce d'une pathologie, quelle qu'elle soit, c'est pas juste un résultat d'un test, c'est une vie qui est bouleversée derrière, et pas que d'une seule personne, mais d'une famille. Et donc, je pense que c'est voilà, tout ce travail, en tout cas, à faire, bien entendu. Il y en aura plein d'autres, mais en tout cas, c'est ça que je vois aujourd'hui. D'accord. Et je pense que sur la médiateur en santé, Florence est totalement d'accord avec vous, parce qu'elle Apparemment, oui. elle nous a mis un très beau pouce en l'air pendant que vous le disiez. Vraiment une toute dernière question avant de passer vraiment à votre conclusion sur un élément sur la qualité de vie des personnes avec le VIH qu'on devrait prioriser. L'objectif de l'ONU-SIDA pour 2030 est de mettre fin à l'épidémie, comme on le sait, hein, de ne plus avoir l'infection VIH. Qu'est-ce que vous pensez, entre nous là, on est entre nous, qu'est-ce que vous pensez de cet objectif et que potentiellement de l'impact que la Covid a pu avoir sur l'atteinte de cet objectif? Je sors un poil du cadre de la qualité de vie, hein. On va y revenir vraiment en conclusion, mais juste par rapport à ça, quel est votre feeling par rapport à ça, votre ressenti? Bruno, je vois que ton micro est ouvert. Bah, arriver à améliorer les objectifs de fin d'épidémie, c'est ça que tu veux dire? Non, je veux dire, est-ce que 2030, on va y arriver, à ton avis? Bah, je sais pas, j'ai pas de boule de cristal. C'est vrai. J'ai pas de boule de cristal. Il y a tellement d'incertitudes, aussi bien au niveau des pandémies que géopolitiques actuelles, que j'ai des doutes qu'on y arrive. Mais en tout cas, tout dépendra de nous, tout dépendra de la capacité à se mobiliser, à se rouler par terre, comme disait Florence tout à l'heure. On aura les objectifs, on arrivera aux objectifs que sans nous, sans pression, on passera à autre chose. Donc, il faut qu'on soit tous vigilants pour que ces objectifs, on y arrive. Ça dépendra aussi de notre capacité à mobiliser, et pas seulement à faire, mais à faire avec plus de monde et avec plus de gens autour de nous. Parfait. Et donc, pour conclure aujourd'hui, à nouveau un petit tour de table. Donc, la question que je vous avais posée était: si vous deviez identifier une priorité d'action, une prochaine étape clé en France pour mettre vraiment l'accent sur la qualité de vie liée à la santé des personnes vivant avec le VIH, et vraiment pour progresser dans la résolution de tout ce qu'on a pu dire aujourd'hui, quelle serait cette prochaine étape, cette priorité d'action? Florence. Alors, je suis un petit peu embêtée, comme tu dis, on est entre nous, parce que j'avais l'impression d'avoir déjà répondu à la question tout à l'heure sur Oui, mais ton table, en donc fait, c'est ce que c'est j'allais dire vraiment d'abord. parce que là, on va garder cette partie finale vraiment pour mettre. On aura vos 5 propositions et on la gardera vraiment sur la conclusion. Et ça me donne l'occasion, parce que j'avais juste mis un petit pouce tout à l'heure, mais de rebondir sur ce que disait tout à l'heure Armelle. Effectivement, c'est de pouvoir aujourd'hui
financer des postes de médiateurs en santé. Parce que je pense que ce sont vraiment ils sont dans la loi de santé depuis 2016, mais malheureusement, on voit trop de postes qui sont insuffisamment financés, voire pas du tout. Et on sait que ce sont vraiment des acteurs clés, vraiment, dans justement ce passage d'information, dans cette écoute, dans ce relais aussi vers le personnel soignant qui est pas toujours, voilà, qui peut pas non plus toujours être disponible et présent. Et je pense que entre pairs et entre médiateurs, il y a aussi une parole qui passe beaucoup plus facilement. Et je pense que ces médiateurs de santé, ils sont aussi sont des acteurs clés aussi pour faire passer de l'information. Parce que le manque d'information dans la qualité de vie, ça génère aussi beaucoup de stress. Quand on est, nous, dans un milieu où on a facilement accès à l'information, ces médiateurs de santé, ils permettent aussi d'aller au plus près des populations stigmatisées et éloigner les soins pour faire passer cette information. Et donc, in fine, pour améliorer la qualité de vie. Donc, si j'avais un seul message, finalement, c'est de remettre de réinsister sur cette question du financement de ces postes de médiateurs de santé. Parfait. Médiateur en santé, numéro 1. Diana. Merci. Donc, moi, je vais revenir un peu sur ce qu'on a dit au départ, en fait, sur le fait qu'on sait que malgré ce bon accès au traitement, on constate qu'il y a quand même une qualité de vie qui est moindre chez les personnes vivant avec le VIH par rapport à la population générale. Et si on regarde de plus près, en fait, on se rend compte que parmi les dimensions de la qualité de vie, c'est vraiment la santé mentale ou psychologique qui est souvent la dimension la plus touchée par rapport aux d'autres dimensions. Et au-delà de ces constats-là, dans cette recherche sur la qualité de vie, on a également mené une étude dernièrement sur le syndrome dépressif chez les personnes vivant avec le VIH et on a comparé à des données nationales françaises et on a constaté que malgré tous ces progrès qu'on peut tous citer, on a peu progressé depuis 10 ans. Donc, pour moi, je vais mettre l'accent sur le dépistage du syndrome dépressif comme action prioritaire dans les soins, parce que je pense qu'il s'agit de quelque chose où on dispose des instruments de dépistage et c'est quand même quelque chose sur lequel on peut agir en partie à partir du système de soins. Mais on voit bien à travers ces mêmes recherches qu'il est hyper important de prendre en compte les conditions sociales et économiques et surtout relationnelles. J'insiste là-dessus et je veux bien insister là-dessus, surtout par rapport à tout ce qu'on vient de dire sur ces 2 ans qu'on vient de vivre et aussi de lutter contre la stigmatisation et la discrimination à plusieurs niveaux. Merci Diana. Armelle, votre priorité? Mais c'est pareil, j'ai l'impression qu'effectivement, tout ce qu'on a évoqué sont des priorités, mais je pense que ça serait de dire qu'il est important d'écouter ce que disent les associations de lutte contre le VIH parce que elles ont souvent été avant-gardistes de beaucoup de choses. Elles ont senti aussi voilà, ils ont été précurseurs sur pas mal de choses, donc je pense qu'on est aussi entre guillemets, des laboratoires pour améliorer la qualité de vie des personnes concernées par le VIH et par d'autres pathologies ensuite. Et je pense que ça serait bien qu'ils prennent en compte toutes les alertes qu'on émet depuis des années et puis aussi que les dispositifs comme Seine-Saint-Denis sans sida ou comme Paris sans sida soient des dispositifs qui soient pratiqués en fait. Parce qu'il y a beaucoup de politique, il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup de dispositifs, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et donc, c'est la praticité de toutes ces volontés qui serait bien à mettre en œuvre aujourd'hui, sans tarder. Bruno, quelle serait la mesure, la priorité qui te ferait le plus te rouler par terre? Ben moi, je me roulerais bien par terre pour que les politiques fassent de la publicité pour le TASP, pour le fait que quand on est contrôlé, qu'on est séropositif sous traitement, on ne transmet pas le VIH, qui est encore une information complètement confidentielle, complètement ignorée de la population générale, qui explique en une grande partie de la sérophobie qui peut exister et qui altère la qualité de vie. Et il n'y a toujours aucune volonté des pouvoirs publics de mettre ça sur la table et d'en parler ouvertement au grand public. On nous dit oui, il ne faut pas de sérophobie, il ne faut pas de discrimination, mais on n'en parle pas, si bien que les médecins eux-mêmes n'en parlent pas forcément à leurs patients. Et il y a encore aujourd'hui des patients qui apprennent en 2022
que, ah bon, on risque pas de transmettre le VIH parce que le médecin ne dit rien ou ne veut pas s'engager sur cette thématique-là, veut rien dire. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, le TAS, pour moi, devrait être une priorité en termes de communication publique pour justement lutter contre la sérophobie et améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH. Ouais, et c'est important de le dire parce que je pense qu'on est assez nombreux et nombreuses à être d'accord pour dire qu'on a quand même bien raté le virage du TASP en France et de son information et de la manière dont on a communiqué dessus. Il est 11h20. Je voulais vraiment vous remercier toutes et tous pour cet échange très riche. Vous remercier d'avoir pris le temps aussi. Je sais qu'en ce moment, c'est très compliqué pour tout le monde. Les agendas, les emplois du temps sont très chargés. Donc, merci beaucoup. Je voulais aussi, en conclusion, dire que HIV Outcomes veut vraiment faire bouger les lignes sur cette thématique centrale de la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH, la qualité de vie liée à la santé. Et donc, cette discussion qu'on a eue aujourd'hui, ces points-là, vont nous aider à enrichir et à développer notre plaidoyer auprès des décideurs politiques, auprès des décideurs politiques européens, et de vraiment, dans un contexte là qui était plutôt français, mais que ça devienne un contexte européen. Donc, un grand merci à tous les 5 pour cette table ronde. Merci aux équipes techniques et merci à notre interprète qui, j'espère, n'a pas été trop mise en difficulté avec mon débit de parole et mon accent du Sud. Juste pour info, pour conclure, sachez que cette journée, alors, malgré un contexte international qui malheureusement a braqué les projecteurs et a raison vers d'autres choses, aujourd'hui, c'est une journée assez importante pour la lutte contre le VIH/SIDA puisqu'il y a 3 tables rondes. Nous avons fait la première. À midi, VIV organise une table ronde qui s'appelle Unfinished Business in HIV and AIDS, closing the policy gap to reach key populations in the EU. Donc, c'est une table ronde entre midi et 13h30 où je serai intervenant, mais cette fois-ci, donc côté intervenant, pas côté modération. Et puis à 13h30, ONU-SIDA organise aussi une table ronde avec une thématique qui est aussi très, très intéressante et très forte, Addressing Inequalities from a Human Rights Perspective. Voilà. Donc, si vous avez le temps, je vous conseille vraiment d'y participer. Merci beaucoup à tous les 5. Et puis, the fight goes on. À très bientôt et bonne journée à vous tous. À bientôt, au revoir. À bientôt, Au revoir. merci Stéphane. Merci, au revoir.